Donc moi je suis Maëlle Guillou et je vais vous présenter Enercoop France très rapidement parce qu'on a moins de partenariats avec des collectivités en direct, donc je vais faire plus court. Premier détail, c'est que je vais vous parler d'Enercoop. En fait, je sais qu'il y a Enercoop en Belgique également, mais donc on n'a pas de lien avec eux. Nous, on est uniquement en France. Donc, Enercoop, c'est un fournisseur d'électricité comme EcoPower ou Cositer en Belgique ou Somenergia en Espagne. On a été créé en 2005 en France par des acteurs des ONG environnementales ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire en France. On est donc fournisseur d'électricité et notre vision, c'est donc d'offrir aux citoyens la possibilité d'agir concrètement sur le paysage énergétique français, ce qui n'est pas chose aisée en France, peut-être que vous le savez. Donc les objectifs principaux sont donc de promouvoir, c'est un petit peu les mêmes que pour d'autres coopératives d'énergie renouvelable en Europe. On voudrait promouvoir les énergies renouvelables, décentraliser la production, défendre la maîtrise de la consommation et offrir une réappropriation citoyenne des moyens de production d'électricité. Donc aujourd'hui, Enercoop, c'est 42 000 clients, dont 27 000 membres, 27 000 sociétaires. On a 116 producteurs, alors j'expliquerai après. On n'est pas tout à fait sur le même modèle que EcoPower ou Somenergia. Et donc on fournit des clients particuliers, mais aussi des professionnels et des collectivités. Donc en fait, Enercoop, c'est un réseau de coopératives locales. Donc aujourd'hui, on a décidé pas dès le départ, on a d'abord eu une coopérative qui est basée à Paris, qui est actuellement ce qu'on appelle Enercoop national. Mais très tôt, on a décidé de se composer en réseau avec des coopératives locales qui sont dans différentes régions de France. Parce que justement, on veut créer l'idée des circuits courts de l'énergie et donc rapprocher le consommateur du producteur. Et donc aujourd'hui, on peut mutualiser des services et des expériences entre ces coopératives de ce réseau. On a une solidarité entre les différentes structures et on a une même éthique, on a des valeurs communes au sein de ce réseau. Donc aujourd'hui, on a 10 coopératives locales. Donc je vous disais, ici, c'est la coopérative historique qui est basée à Paris. Mais donc on a 9 autres coopératives qui depuis se sont créées. Et on va en avoir en 2017 une 11e qui sera en Pays de la Loire, qui sera basée à Nantes. Donc Enercoop, c'est comme Monsieur Magnin qui avait parlé ce matin de Jurassic, qui est une coopérative qui se trouve dans le Jura en France. On est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est un statut qui permet en France notamment de rassembler plusieurs types de coopérateurs, à la fois donc des consommateurs, mais aussi des producteurs, des salariés, d'autres types de partenaires et des collectivités. Donc nous, on peut, au sein de cette même coopérative, avoir à la fois des collectivités qui sont membres de la coopérative et des producteurs et des consommateurs. Donc c'est vraiment cette idée-là de rassembler tous les acteurs du système énergétique au sein d'une même coopérative pour prendre des décisions ensemble. Donc chaque citoyen, chaque partenaire est représenté dans l'un de ces 6 collèges. Donc on pourrait plus tard dans les questions vous parler des 6 collèges. Et l'idée de ce statut, c'est qu'on réinvestit plus de la moitié de nos bénéfices dans l'objet social de la coopérative. Et donc chaque coopérative du réseau est autonome juridiquement, mais on est unis au sein de ce même réseau Enercoop en France. Donc très rapidement aussi, donc on fournit de l'électricité, mais on accompagne aussi des projets au niveau local de production. Donc l'idée, je répète, c'est de favoriser ce circuit court de l'énergie, de ne pas avoir d'intermédiaire de marché, donc on a des contrats directs avec nos producteurs, et de rémunérer l'énergie à un prix que l'on considère juste en France. Donc aujourd'hui, les coopératives locales accompagnent des projets de production et les aident à se développer. On a 70 projets de production qui sont accompagnés par les coopératives locales et on les accompagne également pour le financement de ces projets-là. Donc je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps pour 2 minutes. Donc très rapidement, Enercoop, on cherche aussi à aider nos sociétaires à réduire leur consommation d'électricité.
Donc, ça je peux passer. On a développé notamment un outil qui s'appelle Dr Watt, qui est un outil d'autodiagnostic pour que les consommateurs puissent apprendre à mieux comprendre leur consommation et donc à la réduire. Donc on les accompagne dans ce travail-là. Et on a également créé un outil avec d'autres partenaires, notamment de la finance éthique en France, qui s'appelle Énergie partagée, dont Dirk a parlé un petit peu ce matin. Et donc c'est une coopération entre une association et un fonds d'investissement citoyen qui permettent donc ensemble de sensibiliser sur le territoire français les citoyens à la question de l'énergie et de la production d'énergie, qui permet donc d'accompagner les projets citoyens de production et d'économie d'énergie, et surtout qui permet de financer ces projets à travers un fonds qui est uniquement abondé par des citoyens ou des structures que l'on appelle citoyennes ou coopératives. Et donc très rapidement, c'est pour finir dessus, donc Dirk l'a mentionné ce matin, Enercop est proche depuis très longtemps d'EcoPower, et c'est avec EcoPower qu'on a commencé à collaborer au niveau européen. Et donc aujourd'hui, on est membre de la fédération Rescope EU depuis sa création en 2013. Et on échange donc avec les autres coopératives au niveau européen des bonnes pratiques, et on développe ensemble des outils communs, comme Karel l'a expliqué dans sa présentation, notamment donc dans le projet Rescope Messis. Et donc je vais finir là-dessus. Merci. Voilà, en fait, on me pose souvent une question quand on passe devant les parcs éoliens, surtout quand on va vers Bruxelles, on voit combien l'une autre éolienne à l'arrêt, et même souvent à l'arrêt. Et alors, je me suis laissé dire, oui, mais c'est parce qu'on produit un peu trop en éolien, il faut freiner, et on vous bloque, on vous handicape. Moi, j'ai toujours cru que l'éolien, la production électrique éolienne, était prioritaire sur le reste. Est-ce toujours vrai? Pourquoi voit-on les éoliennes, les grandes éoliennes à l'arrêt? Voilà. C'est une question très simple qui m'est souvent posée, en tout cas. Oui, donc c'est vrai que normalement la production est prioritaire, mais les gestionnaires de réseau, en tous les cas en Wallonie, je ne sais pas en Flandre si c'est la même chose, en tous les cas la Wallonie, pour l'instant les contrats d'injection, puisqu'ils font une espèce de droit de contrat pour pouvoir injecter dans le réseau, sont émis avec une certaine clause de flexibilité. Et donc cette clause de flexibilité, elle est en tous les cas, par exemple pour le parc éolien, elle existe, et il y a les moyens techniques de réduire comme un dimmer, comme une lampe, la production de 0 à 100%, mais n'a jamais été activée. Donc c'est une flexibilité qui a été demandée par le gestionnaire des réseaux pour, en cas de problème réel, pour ne pas détruire le réseau. Mais à ma connaissance, je ne connais pas de cas en Wallonie où la flexibilité a déjà été activée. Et donc si les éoliennes sont à l'arrêt, c'est soit entretien, soit panne, soit l'absence de vent. Other questions? Yeah. Merci. J'ai juste une petite question. Alors, je connais la réponse pour la France, du coup, mais j'aimerais poser la question à nos amis wallons également, et puis à nos amis flamands. Il y a un concept qui s'appelle la pauvreté énergétique, qui est de plus en plus un problème en Europe aujourd'hui. J'aimerais savoir un peu s'il y a des programmes qui ont été mis en place, ou s'il y a des actions qui sont mises en place là-dessus, pour supporter aussi les personnes qui ont peut-être moins de moyens, ou peut-être ont besoin de soutien sur la pauvreté énergétique. Et est-ce que ça arrive aujourd'hui? Je sais que Enercop a un programme qui a été lancé. Voilà, savoir ce qui se passe aussi ailleurs dans d'autres pays d'Europe. Je peux répondre pour EcoPower. La façon où on fixe notre tarif, c'est avantageux pour les gens qui ne consomment pas beaucoup. Et en Flandre, on a vu que pour les gens qui étaient accompagnés par les CPAS, un service des communes pour les gens qui sont en problème financier, on
on a vu qu'ils ont deviné que EcoPower était le meilleur choix pour leurs clients. Hein. Mais on doit être membre d'EcoPower, ça coûte 250 €, c'est un seuil pour ces gens. On a eu même des CPAS qui ont proposé de payer pour ces gens un part d'EcoPower. Mais on a installé alors une sorte de système d'épargne. Hein. Avec chaque facture, on pouvait épargner le part d'EcoPower et dès le début, les gens avaient tous les avantages, le prix avantageux dès le départ. Et on voit, je connais un autre exemple d'un Rescope suisse, hein, ils se sont aperçus qu'ils travaillaient pour les gens qui avaient beaucoup de moyens et ils avaient installé des panneaux solaires sur des toits. Et avec une banque coopérative, ils ont aussi installé un système d'épargne pour que les gens qui n'avaient pas les moyens de devenir membres devenaient membres quand même avec un système d'épargne. Ça veut dire, je pense que c'est très important que pour tous les Rescopes, que ça c'est un vrai thème pour tous les Rescopes qu'on travaille dessus. Tu veux ajouter quelque chose, Mario? Oui, donc Cositer a démarré il y a une grosse année et on n'est pas encore en mesure d'avoir un retour d'expérience sur ça. Mais c'est vrai que c'est un thème qui nous préoccupe. Et il y a des réflexions, d'ailleurs elles ont été menées lors de discussions auprès du régulateur wallon. C'est qu'en fait, rappelez-vous, la facture énergétique en Wallonie, pour l'électricité, c'est 30 ou 37%, et tout le reste, c'est les coûts de réseau, etc. Et les coûts de réseau ont augmenté ces dernières années nettement plus que le prix de l'énergie. On peut même dire que le prix de l'énergie, vraiment de la commodité, a diminué. Et donc, une réflexion qui pourrait être menée aussi, c'est simplement que dans la facture d'électricité, outre les frais de réseau, il y a aussi pas mal de taxes déguisées ou bien de services qui ont été appliqués au kilowattheure ou bien au fournisseur d'énergie et qui n'ont en fait rien à voir avec l'énergie. C'est par exemple les tarifs sociaux, etc., le financement des tarifs sociaux. Une réflexion qui pourrait être menée, c'est simplement de dire que on sait que la transition énergétique va nécessiter des investissements, aussi des investissements dans les réseaux. Mais est-ce que les certificats verts et l'investissement dans le réseau doivent être portés par les derniers qui payent leurs factures? C'est-à-dire que tous les gens qui mettent des panneaux photovoltaïques, qui n'utilisent plus ou pas le réseau, sortent en fait du système. Les grandes entreprises sortent du système et à la fin, il reste que les plus précarisés, les plus vulnérables pour payer la facture. Et donc l'idée, c'est peut-être simplement de dire que les investissements pour la transition énergétique doivent être financés par le budget d'une région, le budget de l'État, comme on l'ont été dans les années 60, les routes et les autoroutes. Tout le monde utilise les autoroutes. Les personnes qui utilisent l'électricité paye le réseau, mais par exemple quelqu'un qui se chauffe au mazout ne paye pas le transport pour son énergie à la maison. Le fournisseur de mazout utilise les routes et les autoroutes qui ont été payées par la collectivité. Voilà, c'était peut-être une piste de réflexion. Thank you. My question is for Paul regarding Edinburgh Solar, the cooperative. I was wondering if you might be able to explain or clarify how you were able to deal with the public procurement process, whether there was a special tender criteria that you guys just performed on better, or whether you were able to sidestep it. I wasn't clear as to how you dealt with that issue. Okay, are these on? Yeah. It was a very tricky issue, and the way we had to get around it was, as I was describing, a service level agreement.
So we had to promise that the profits of the business were going to be used to help deliver council objectives. So that's helping reduce fuel poverty, educational objectives, things like that. So to be honest, I think if we could have done it again, it was such a difficult process to get through that legally and everything else, that I think I would prefer the way that EcoPower are currently doing it, where it's the tender by the council is effectively put out in a way that favours a cooperative to own the project rather than a private investor. If private investors want to deliver community benefit, then I guess that's fine, that's good competition. But most of them wouldn't bother, it's not really what they do, so it makes it more favourable for a co-op. Does that answer your question? You can come and talk to me afterwards. It's quite detailed, I know, because it's public procurement's a rather messy thing. Just to add, Bath and West Community Energy developed a long-term agreement with the council, and I don't know about other councils, but in the UK you tend to find the councils are like 6 organisations. The planners don't talk to the housing department, who don't talk to the environment. So the agreement brought all of the council together. It went out through an OJEU process, so it said that the council was looking for a preferred partner who it was then going to use to actually develop a series of buildings, because the council was just being approached by different random organisations. So it's about not taking chocolates from strangers, which we heard earlier. And it's a very good example of cooperative work that I was working with Repowering London, and Bath and West shared that development agreement. So then Lambeth went and used the identical agreement to go out and look at it. And should you be interested, if you Google or use your preferred search engine on Bath and West, you will see the development agreements. You can actually see how they approach that. Thank you.